pour une nouvelle vidéo et cette fois il va s'agir de ma pile à lire pour le challenge du mois de la fantaisie qui est organisé par Steph de Piketty Bookin, dont je vous mettrai le lien bien sûr de sa chaîne et de la vidéo de présentation pour ce challenge dans la barre d'infos. Alors le mois de la fantaisie, je pense que vous l'avez compris, c'est un challenge sur la fantaisie. Alors c'est vrai que ça ne me change pas beaucoup de ce que je lis d'habitude, mais j'aime beaucoup ce challenge, j'aime bien faire des challenges en plus. Donc je participe avec plaisir. C'est un challenge qui dure tout le mois de mai, donc du 1er au 31 mai. Et il y a en tout 12 catégories, soit 12 livres. Autant vous dire que cette année, je me suis même, pour le challenge, j'ai prévu 12 livres. Et j'ai même un 13e livre que je suis censée lire pendant le mois de mai, parce que c'est une LC sur un groupe. Et je n'ai pas pu le placer dans le challenge, parce qu'il y avait déjà les catégories prises par d'autres livres. Je ne suis pas sûre du coup d'arriver à tenir mon challenge cette année, parce que 12 livres, 13 avec la LC sur le Discord où je suis membre, ça risque de faire un petit peu beaucoup. Cette année, Steph a choisi de faire le challenge du mois de la fantaisie sur la thématique des 4 éléments. Et on commence tout de suite avec le menu haut, avec la sous-catégorie voguer sur les flots, avec les mots-clés voyage et piraterie. Et j'ai triché un petit peu, enfin je pense que ça devrait quand même jouer. J'y ai mis Cress, les chroniques lunaires, le tome 3 de Marissa Meyer, paru c'est PKJ. Je l'ai mis parce que dans le deuxième tome que j'ai lu il y a quelques mois là pour le Cold Winter Challenge, il me semble que je l'ai lu, il y avait du voyage, c'est-à-dire qu'on suivait Cinder, l'héroïne du premier tome. Elle était à un moment donné en Asie, après elle allait dans l'espace. Après on suivait Scarlett, qui vivait dans la campagne française, puis qui part en train pour aller à la capitale, donc à Paris. Cinder elle-même, depuis l'espace, va ensuite dans la campagne, se retrouve à Paris elle aussi, et à la fin de l'histoire, il semblerait qu'il se dirige vers l'Afrique pour rejoindre un personnage. Donc je pense que ce tome, ça va faire un peu pareil, je pense qu'on va voyager peut-être en Afrique, dans l'espace, on va peut-être retourner à New Beijing, et puis en plus, comme on suit le point de vue du prince Kay aussi, de toute façon, de l'empereur Kay maintenant, on va de toute façon voyager aussi un petit peu à Beijing, New Beijing. Donc voilà, je triche un petit peu parce que je pense que Steph, dans Voyage, elle parle vraiment de voyage dans le tour du monde, avec plein d'étapes, ou de la piraterie, ou voguer sur les flots. Mais je n'avais pas de livre en question qui correspondait. Et celui-là, il fallait aussi absolument que je le mette dans ce mois de la fantaisie, parce que c'est mon challenge 12 mois, 12 lectures. Donc c'est le livre du mois de mai que je suis censée lire. Les chroniques lunaires, c'est des réécritures de contes. Cinder, c'était sur Cendrillon. Scarlett, c'était sur le petit chaperon rouge. Et là, on est sur la réécriture de Réponse avec Cress. On voit les cheveux longs. On est dans un futur sur notre planète, bien dans le futur. Et on suit le prince Kay. Maintenant, c'est l'empereur Kay. Et Cinder. Cinder qui vit donc à New Beijing, qui est à l'actuel Beijing, mais ça a été renommé. Et Cinder est une cyborg, c'est-à-dire qu'elle a plusieurs parties de son corps qui ont été modifiées. Elle n'est plus totalement humaine, elle est à moitié robot. Elle a par exemple des choses robotiques dans son cerveau, elle a un pied robotique, elle a une main robotique. Et en parallèle de ça, on a une maladie sur Terre qui s'est développée, un virus qui tue les gens en quelques jours à peine. On n'a toujours pas de vaccin. Et en plus de ça, on a la reine lunaire, Levana, qui souhaite par-dessus tout mettre la main sur Kay afin d'avoir son empire, son futur empire, parce qu'elle souhaite quelque part dominer les humains. Elle se prend pour la meilleure, c'est la reine lunaire, c'est la reine Levana, c'est la grande méchante de l'histoire, hein, bien sûr. Et au milieu de tout ça, on a Cinder qui va découvrir que peut-être elle a certaines clés pour aider à améliorer les choses, que ce soit avec la maladie, que ce soit avec Levana. Je ne veux pas trop vous en dire. Alors bien sûr, le côté réécriture, c'est Cinder et le prince Kay, hein, vous vous en doutez. Mais au-delà de ça, moi je ne vous en dis pas plus. Ça c'était pour le tome 1. La suite de la saga, à chaque fois on a un nouveau personnage qui est introduit. Et ce que j'ai apprécié dans le tome 2, c'est qu'on continue à suivre donc Cinder, tout en découvrant Scarlett. Et là je pense que ça va faire pareil, on va continuer à avoir Cinder et Scarlett. Et Cress va les rejoindre. Je pense qu'on va alterner un chapitre sur 3 ou quelque chose comme ça, du point de vue de chacune, j'imagine.
Mais je me suis mis celui-là, donc pour voguer sur les flots. Ensuite, en sous-catégorie numéro 2, nous avons alchimie avec comme mot-clé magie, sorcellerie et druidisme. Et j'ai mis l'Empire d'écume, le tome 2. Alors je ne l'ai pas, je vais le lire en e-book parce que c'est une DLC prévue pour le mois de mai sur le Discord DLC où je suis membre. Et je trouve que ça correspond tout à fait parce qu'on est dans l'Empire d'écume, dans le tome 1. On est sur la magie d'os. On vous prélève un petit os à un certain âge. Et après, l'empereur utilise ses os pour créer des créatures franchement un peu flippantes parfois, il faut le dire. C'est vraiment une magie d'os un peu particulière, hein, une magie spéciale. Mais il y a bien de la magie dedans. Après, ça pourrait peut-être aller pour voyager sur les flots, je ne sais pas. Le premier tome, en tout cas, irait pour voyager sur les flots parce qu'on suit plusieurs personnages. Et un de ces personnages, Jovis, voyage tout le temps sur les flots jusqu'à la fin du tome. Mais comme je ne sais pas s'il le fait pour le tome 2, j'ai préféré mettre dans magie, sorcellerie et druidisme parce qu'on a de la magie. Et donc le tome 2 de l'Empire d'écume est l'impératrice aux éclats d'eau qui est paru chez Big Bang et qui est écrit par Andrea Stewart. De toute façon, comme e-book, même le tome 1, je regarde sur mon téléphone pour vous le dire. Dans le sous-menu numéro 3, nous avons Tiens bon la vague avec comme mot-clé une saga. Alors ça, des sagas, j'en ai plein, mais j'ai choisi d'y mettre sur conseil de Virginie La Guilde des Ombres, le tome 1.2 d'Anatrice chez les éditions Plume Blanche. Je vous reparle un petit peu après de la Guilde des Ombres parce que j'ai mis le 1.1 juste un peu plus loin dans une autre sous-catégorie. Donc je ne vais pas vous parler plus en détail du tome 1.2, la deuxième partie du 1.1. On y revient dans un petit moment. Ensuite, le deuxième menu, c'est le menu Terre, avec en première sous-catégorie Petit Peuple. Là, je pense que j'ai un petit peu triché, mais ça en fait partie quand même. Parce que dans les mots-clés, nous avons Fée et Lutin. J'y ai mis Throne of Glass, le tome 4 de Sarah J. Maas, chez Bloomsbury. Alors en français, il a été traduit en deux parties, partie 1 et partie 2. C'est un peu n'importe quoi. Celui-là, c'est Queen of Shadows. Et je l'ai déjà commencé, c'est vrai, c'est une LC sauvage, comme on appelle ça, sur le Discord de DLC, où on est 5, je crois, à le lire. Et du coup, j'ai triché un petit peu, parce qu'on l'a lancé 5 jours avant la fin avril. Mais il y a quand même 11 jours ou 12 jours sous le mois de mai, donc je le mets quand même dans le challenge, parce que il fait quand même plus de 700 pages. Hein. Ouais, non, 600 et quelques. Mais il est en VO et on s'est mis vraiment 17 jours au total de LC. Donc franchement, les 3/4 sont sous le mois de mai, donc je considérais qu'on pouvait le mettre. Alors, est-ce que ça rentre vraiment bien Kéléana? C'est des failles, moi je considère les failles comme des fées quelque part, mais d'une manière différente des fées. Pour moi, les fées, c'est vraiment des petites créatures toutes nues, ou avec des petites tenues, puis des petites ailes. Mais les failles, c'est des créatures magiques. Là, en l'occurrence, ils se transforment. Moi, je trouve que ça rentre. Dans Kéléana, est-ce que j'ai besoin d'en parler? J'ai l'impression de parler souvent de Kéléana, mais comme je relis tous les tomes en VO, ben, il y en a une flopée. Dans Kéléana, on suit une jeune femme qui a à peine 17 ou 18 ans au début du premier tome. Et ça fait une année qu'elle est emprisonnée dans les mines d'Andovier, dans le royaume d'Aldaran, car elle était la plus grande assassin du royaume. Et malheureusement, elle s'est fait prendre et le roi l'a jugée, et au lieu de la faire exécuter pour ses crimes, il a choisi de la mettre dans les mines d'Andovier. Un an plus tard, Shaol, le chef de la garde, débarque. Elle croit que son heure est arrivée, sauf qu'il la présente au prince d'Orléans en personne qui est venu la chercher, car il lui propose d'être son champion. Le roi organise en effet un grand tournoi avec des assassins, avec des espions, avec des mercenaires, avec des voleurs. Et le vainqueur, au bout de 3 mois de joute, il me semble que c'est 3 mois, deviendra son champion à lui. Un terme beaucoup plus gentil pour dire son faiseur de sale besace. C'est-à-dire que quand le roi voudra tuer quelqu'un parce que cette personne l'embête ou parce qu'il ne l'aime tout simplement pas, eh bien son champion le fera. Le contrat est de 3 ans, il me semble, ou 4 ans. Normalement, c'est plus, mais Kéléana arrive à négocier, je crois que c'est 4 ans au final. Donc si elle gagne pendant 4 ans, elle devient le champion du roi. Et après, elle sera libre, son nom sera lavé de tout soupçon, de toute dette, et elle pourra s'en aller où elle veut. Après avoir passé une année en prison, et après avoir été assassin pendant toute son adolescence, vous imaginez bien que c'est ce qu'elle a envie, de pouvoir être libre. Donc, elle participe à ces jeux,
Mais très vite, on va se rendre compte qu'il se passe des choses louches et très vite qu'Eleana va être impliquée dans beaucoup plus de choses que ça. Je ne peux pas vous en dire trop, sinon ça vous spoilerait. Donc ça, c'était pour la sous-catégorie Petit Peuple. Ensuite, la sous-catégorie numéro 2 de Terre, c'est Découvrons le monde, avec un mot-clé école, apprentissage. Et là, j'y ai mis La Guilde des Ombres, tome 1.1 d'Anatrice, chez les éditions Plume Blanche, dont je vous ai parlé juste avant, du 1.2. On me l'a conseillé dans cette catégorie. Une personne passionnée par cette saga me l'a conseillé ici, parce qu'apparemment il y a de l'apprentissage, une école dans le premier tome. Alors je ne l'ai donc pas en physique, c'est en e-book. Je vais vous chercher un petit peu les infos que j'ai. Dans la Guilde des Ombres, les mots-clés qu'on a sur Internet, c'est Dark Fantasy, Assassin, Apprentissage, Fantasy, Elfe. Donc c'est globalement ce que j'aime. Les éditions Plume Blanche, je suis rarement déçue de leur parution, même jamais. Maintenant, j'ai toujours apprécié ce que j'ai lu chez eux. Et là, le résumé, on nous dit « Nous sommes tous destinés au baiser de la mort. Seuls les dieux sont immortels. La Guilde des Ombres règne sur les rues misérables de Clepsydre, alias la cité des vices. Ces assassins elfides sont les bras armés de la déesse de la mort depuis 5 siècles. Pour accomplir leur œuvre ténébreuse, ils se servent de leurs armes affûtées ainsi que de leurs dons surnaturels. En ce jour, la Guilde des Ombres accueille une nouvelle recrue dans ses souterrains. Pour la première fois de l'histoire de Terre-Flamme, une enfant humaine est pressentie pour devenir une ombre. Si elle échoue à embrasser cette voie, la mort viendra réclamer son dû. Et comme je vous filme la vidéo le 1er mai, je l'ai commencé dans la nuit du 30 avril au 1er mai, et déjà rien que le prologue, c'est vrai qu'on est sur un langage bien soutenu, enfin dans le sens où c'est bien vulgaire. Hein. C'est vraiment, je sens qu'on va vraiment être sur de la bonne dark fantasy, comme ça a été le cas avec Lune Ardente de Morgane Rugraff aux éditions Plume Blanche déjà. Mais j'aime déjà beaucoup ce que j'ai lu. Ensuite, la sous-catégorie numéro 3 de Terre, c'est les doigts dans la boue. Et alors là, il faut trouver un mot-clé graphique ou BD. Alors j'avoue que j'étais un peu dans une situation délicate, je ne lis pas de manga et j'avais plus de BD. Non, je n'ai vraiment plus de BD à lire, ni en fantastique, ni en normal, rien du tout. Donc j'ai fait un petit achat rapide pour ce challenge qui est arrivé tout juste hier, le 30. Le Grimoire d'Elfie, le tome 2, qui est paru chez Dracou et qui est de Arleston, Alouette et Mini Ludwin. J'ai adoré le premier tome. Je crois que je lui avais mis un 19 sur 20. Ça a été un mini coup de cœur. On y suit Elfie et ses 2 sœurs. Je crois qu'Elfie, c'est la sœur du milieu, mais je ne suis plus très sûre. Et ces 3 sœurs ont perdu leur maman. La grande sœur revient après quelques mois. Elle a trouvé un bus qu'elle a adapté. En haut, c'est leur lieu de vie, un bus anglais. Donc en haut, c'est leur lieu de vie. Et en dessous, c'est un bus bibliothèque, librairie, enfin, qui vend des livres. Et elles vont voyager d'endroit en endroit en France afin de faire découvrir des livres aux gens. Elfie découvre que sa maman avait un journal, un grimoire. Et elle découvre que ce grimoire est magique et que sa maman elle-même était une sorcière, une magicienne, en tout cas qu'elle utilisait ce grimoire. Et pour ce qui est du premier tome, Elfie avait donc une petite mission magique à remplir, à retrouver quelque chose à l'aide de la magie et à l'aide du grimoire. J'ai beaucoup aimé la relation entre les 3 sœurs qui ne sont pas toujours faciles. J'ai aimé le fait qu'il y ait une sœur qui a un handicap dans cette saga, c'était très bien. Le fait que leur maman soit décédée, qu'elles doivent s'entraider, le côté magique, et puis alors les illustrations, moi je les trouve juste trop jolies. J'aime bien parce qu'on alterne parfois avec des pages un peu comme ça, comme si on écrit dans un journal, et les pages de BD. Vraiment une chouette petite BD. J'ai vraiment hâte de lire le 2e tome, et comme il y a de la magie avec le grimoire, ça me permet de valider cette catégorie. Et le menu numéro 3, c'est le feu. Et la première sous-catégorie se nomme se brûler les ailes, avec comme mot-clé un défi. Alors au début, j'ai cru que c'était un défi dans un livre, et parce que je n'avais pas encore pu écouter la vidéo de Steph, j'étais au travail quand elle l'a publié. J'avais juste regardé les catégories qui étaient notées dessous. Et en effet, ce n'est pas un défi dans un livre, c'est en effet un défi pour soi. Donc, du coup, des briques, j'en lis régulièrement, de la VO, j'en lis régulièrement. Je n'ai pas vraiment de défi, à part de sortir de mes sujets basiques, fantasy fantastique,
Et encore en ce moment, je découvre beaucoup de science-fiction. J'en ai lu plusieurs au mois d'avril, donc je n'ai pas vraiment de défi en soi. Mais par contre, il s'avère que sur le Discord de DLC, où je suis membre, dont je vous mettrai bien sûr le lien en barre d'infos, on a choisi en votant pour ce mois de mai le premier tome de l'Assassin Royal de Robin Hood. Et je me suis dit, ça rentre parfaitement parce que c'est une autrice qui m'intéresse. Et j'ai trouvé qu'il allait parfaitement bien ce premier tome parce que j'ai envie de découvrir Robin Hood, plusieurs de ses ouvrages, mais c'est vrai que c'est aussi une autrice avec beaucoup d'ouvrages, des intégrales. L'Assassin Royal, c'est des intégrales et tout. Alors c'est vrai que moi je pensais qu'on avait voté pour la première intégrale, qui est une grosse brique, vraiment très grosse, qui fait un petit peu peur. Mais j'ai demandé aux filles, en fait c'est le tome 1. Mais c'est pas grave, le fait est que c'est quand même un défi pour moi, parce que même si c'est du fantasy, je pense que c'est du fantasy, c'est un genre de fantasy que je lis peut-être un peu moins, parce que je pense pas qu'il y a de la romance, comme dans les romantiques que j'aime bien lire, etc. Et c'est quelque part un défi. Et ça rentre pour les LC du mois que j'ai sur le Discord où je suis membre. Donc quand on peut faire une pierre deux coups, autant le faire. Il s'agit donc de Robin Hood, avec le premier tome de l'Assassin Royal. Les mots-clés fantasy, assassin, aventure, intrigue, enfant illégitime. Parce que c'est pareil, je vais le lire en e-book. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Lorsque le jeune Fitz est conduit à la cour des 6 duchés, il ne sait pas encore que sa vie et celle du royaume tout entier va s'en trouver bouleversée. Le roi servant Chevalerie, père de cet enfant illégitime, devra renoncer au trône pour ne pas entacher la réputation de la famille royale. Et nombreux sont les prétendants à la succession. Fitz se retrouve isolé au centre d'un univers qu'il ne connaît pas. En quoi le vif, cette étrange magie qu'il découvre et qui lui permet de communiquer avec les animaux, est-elle si dangereuse? Et pour quelle raison le roi subtil fait-il appel à lui pour lui enseigner une forme étrange de diplomatie, l'art de tuer? Poison, magie et lames effilées vont bien vite devenir le quotidien du jeune bâtard princier. Cette édition est chez J'ai lu. Mais il s'agit donc du premier tome. Moi, je pensais que c'était l'intégrale numéro 1. Non, c'est le premier tome, c'est différent. Je suis un peu perdue avec tout ça, mais au moins, là, on commence par le début. Dans la deuxième sous-catégorie de feu, c'est chaud patate, avec comme thématique lire un pavé. Et là, pour lire un pavé, j'ai mis un livre qui n'est pas encore sorti, que je vous mets aussi la petite image, et il s'agit d'un cœur si loyal et solitaire de Brigitte Kemmerer aux éditions Rageot. Il est déjà précommandé par contre. Là, on est donc avec des thématiques comme young adulte, réécriture, romance, fantasy, La Belle et la Bête. Comme c'est un tome 2, je ne vais pas vous lire le résumé, mais j'ai lu le premier tome. Forcément, si j'ai lu le tome 2, c'est que j'ai lu le premier. On est donc sur une réécriture de La Belle et la Bête. On est dans un royaume parallèle au nôtre, parce qu'on commence avec notre royaume, on commence avec notre monde, pardon. On y suit Harper, une jeune femme qui a un handicap, et ça il faut le noter, parce que c'est pas toujours le cas dans les romans. Là, on a une héroïne avec un handicap, qui assiste, malgré elle, à un enlèvement d'une jeune femme. Enfin, elle voit qu'une jeune femme est en train de se faire enlever par un homme habillé bizarrement et tout, et elle a en sa possession à ce moment-là une barre en métal, je crois, ou quelque chose comme ça. Donc elle décide d'aller sauver la jeune femme. Elle va y arriver, par contre elle va se faire prendre à la place de cette jeune femme. Et quand elle va se réveiller, elle découvre qu'elle n'est plus du tout sur Terre. Elle est dans le royaume d'Amberfall, où elle découvre le prince Ren et un de ses fidèles gardes qui reste avec lui. C'est lui qui a kidnappé Harper. Et elle découvre qu'en plus de ce prince qui vit tout seul avec son garde, qu'il n'y a plus personne dans son château, elle découvre qu'il y a une horrible bête qui régulièrement massacre le peuple. Et bien sûr, la bête, c'est le prince Ren. On est sur une réécriture de La Belle et la Bête, mais il y a beaucoup plus que ça. C'est une super réécriture, moi je le conseille vivement. J'ai adoré ce premier tome et j'attendais vraiment ce deuxième tome avec une grande impatience. Donc vraiment, ça... Est-ce que c'est un pavé? Oui, c'est quand même un joli bouquin. Il est quand même, je ne sais plus combien faisait le premier, mais ils sont quand même pas mal épais. Et de toute façon, j'en ai plusieurs des pavés, donc ça rentrerait dans d'autres catégories, mais j'ai divisé comme ça, parce que ça le fait quand même. C'est un joli bébé, il est quand même assez gros. Et la dernière sous-catégorie de feu se nomme orangé, avec comme mot-clé, comme du orange sur la couverture ou de la représentation de feu, tout simplement. Et alors là, moi j'ai choisi un livre qui rentre totalement dans les thématiques pour les deux côtés.
le tome 3 des Sœurs de sang de Niki Popretto chez Lumen. Les ailes ténébreuses, qui est aussi une brique, quand je vous dis qu'il y en a plusieurs, donc ça rentrerait dans plusieurs catégories. Là, on est sur un 700, à peu près sur 750 pages. Dans la saga des Sœurs de sang, on suit en fait Veronica et sa sœur Val, qui vivent dans un royaume complètement inventé. Et jusqu'à il y a quelques années en arrière, avant la naissance de Veronica, il y avait dans ce royaume une caste de dresseurs et de dresseuses surtout, mais il y avait des dresseurs à ce moment-là, mais c'était à la base que des dresseuses, il y a des siècles en arrière, c'est diversifié avec le temps, une caste de dresseurs et dresseuses de phénix, avec comme chef tout le temps une dresseuse. Malheureusement, cette dresseuse, Avalkyria, était en guerre avec sa sœur, je ne sais plus comment s'appelait sa sœur, qui elle n'avait pas de phénix. Et elles ont malheureusement toutes les deux péri. Et quand elles ont péri, le gouvernement qui était allié à la sœur de Avalkyria a décidé que la magie et surtout les phénix devaient être éradiqués, tout comme leurs dresseurs. Ils ont donc été massacrés. Les œufs étaient détruits, les phénix ont été massacrés avec leurs dresseurs et dresseuses. Et on pense qu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a plus de dresseurs. Mais les deux sœurs savent qu'il en reste quelques-uns. Elles doivent les trouver, les chercher. Mais avant de pouvoir les trouver, les chercher, il faut qu'elles trouvent les quelques œufs que l'Empire, le gouvernement de l'Empire qui reste maintenant, a oublié. Et c'est ce qui se passe dans le premier tome. Elles trouvent 2 œufs qu'elles essayent de faire éclore. Sauf que malheureusement, il n'y en a qu'un des deux qui va éclore. Et il va choisir Veronica comme dresseuse. Et à partir de là, Val, qui est très spéciale comme personnage, on peut le dire, à un moment donné, elle va tuer le phénix de Veronica. Je ne vous apprends rien. Si je me rappelle bien, c'est dans la couverture du premier tome. C'est les toutes premières pages. Il se passe tellement d'autres choses. Veronica, après ça, décide que sa sœur a été trop loin. Elle avait déjà des problèmes avec elle. Et là, c'est la goutte d'eau en trop. Elle s'en va. Elle s'en va, elle veut trouver un œuf elle-même, toute seule. Elle veut trouver toute seule les dresseurs de phénix, je vais dire de dragons. Voilà, je ne vous dirai pas si elle les trouve, je ne vous dis pas. Voilà. Mais c'est le 3e tome de cette saga avec des phénix. Donc ça rentre autant pour le côté représentation du feu, puisqu'il y a du feu sur la couverture. Les phénix sont des créatures de feu. Et en plus, on est sur la thématique orange. Et ça me permettra surtout de valider une saga qui sera terminée, ce qui est toujours un bon point. Dans le dernier menu, qui est celui de l'air, la première sous-catégorie, c'est léger comme l'air, avec les mots-clés. Un livre de poche. Alors au début, je galérais, parce que les livres de poche, j'en ai plus que 2 ou 3, mais j'ai trouvé un qui va très bien et qui me permet d'avancer une saga. Les brumes de Cendre Lune, le tome 2 de Giorgia Caldera, chez J'ai lu La Symphonie du Temps, que j'ai commencé cette saga pendant le Cold Winter Challenge ou le Pumpkin Autumn Challenge. J'ai beaucoup apprécié. Dans cet univers, on y suit en fait Zéphise, qui est une jeune femme humaine, mais qui a un morceau d'elle qui a été rapiécé. Et on suit aussi Verlaine, qui est un jeune mi-humain, mi-dieu. Et en fait, dans ce royaume, je pense qu'on est sur Terre, j'ai l'impression, mais dans un futur très lointain, tout a été un peu détruit sur la planète, il n'y a plus d'animaux, il n'y a plus de nature, à part dans un ou 2 endroits qui sont réservés aux dieux. Et Zéphise, elle vit seule et elle déteste les dieux. Depuis que ses parents ont été pris pour être assassinés parce que son père, il me semble que c'est son père, a tenu des propos vis-à-vis des dieux. Et on ne sait pas comment, mais Orion, il me semble que c'est Orion, le chef des dieux, il le sait. Même quand vous pensez négativement d'eux, ils le savent. Comment il le sait exactement, je ne vous le dirai pas, mais il sait tout ce qui se passe dans son royaume. Et quand on le critique, quand on ne l'aime pas, c'est interdit donc de critiquer les dieux, c'est interdit d'avoir des pensées négatives vis-à-vis d'eux. Et son père va être fait prisonnier, puis exécuté avec sa mère. Son frère lui est enlevé, je crois qu'il est devenu un garde ou quelque chose comme ça. Donc elle ne l'a plus jamais revu. Zéphise vit seule. Et elle va rencontrer Verlaine. Elle va rencontrer physiquement et dans le royaume des rêves. Enfin, c'est un royaume un peu onirique, c'est un peu particulier. Voilà, il n'y a pas vraiment de romance pour l'instant entre eux, mais je pense qu'on pourrait tourner sur une romance, du moins j'espère. Les personnages sont assez complexes, surtout Verlaine qui est mi-humain, mi-dieu.
c'est le fils d'Orion, donc voilà. C'est particulier, mais moi j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé ça un côté un peu, avec ce double royaume, avec le côté musique aussi qui est très présent, parce que Zéphise, elle joue du violon, Verlaine joue du piano. C'est vraiment, j'ai vraiment aimé ce côté-là aussi, et j'ai vraiment hâte de découvrir la suite de cette saga. La deuxième sous-catégorie de ce menu, c'est créatures ailées, avec en mot-clé dragon, fée, moustique. Bon, d'accord, moustique, pourquoi pas. Et là, j'y ai mis Throne of Glass de Sarah J. Maas chez Bloomsbury, le tome 5 en VO, là aussi, Empire of Storms. Parce que, tout simplement, comme on a commencé fin avril, sur les 5-6 derniers jours d'avril, le tome 4, je pense qu'il est possible que une dizaine de jours avant la fin du mois de mai, vers le 20 peut-être, tout d'un coup, il est possible que ma binôme de lecture, parce qu'à la base on fait cette relecture avec Amélie, qui est aussi sur le Discord où je suis membre, à la base on le fait ensemble, et il y a des gens qui nous ont rejoints en cours de route, mais je suis persuadée que d'ici, c'est ce qui va se passer dans le tome 4, elle va peut-être me dire vers le 20 mai, on enchaîne avec le tome 5. Donc je l'ai mis parce qu'il rentre totalement dans les créatures ailées, parce qu'il y a des créatures ailées. Je ne vous dirai pas lesquelles, c'est une surprise. Et pour les gens qui n'ont pas encore fait leur pile à lire, vous pouvez mettre dans cette catégorie de créatures ailées à partir du tome 3 de Kéléana en français, ou en VO, hein, si vous lisez en VO, parce que les créatures ailées apparaissent à partir du tome 3. Et enfin, la dernière sous-catégorie de ce challenge, qui est apprendre à voler. Et tout simplement, les mots-clés, c'est littérature jeunesse. Donc là, j'ai mis Histoire éternelle de Liz Braswell, le Twist and Tales de chez Hachette et Rose. Oui, c'est ça, les Hachette et Rose. Qui est réécriture, qui est en fait des réécritures en quelque sorte des contes de chez Disney. Là, en l'occurrence, c'est « Et si la mère de Belle avait maudit la bête ?» Belle est une jeune femme vive, intelligente, ingénieuse, impatiente. Curieuse, elle n'aspire qu'à échapper définitivement à son petit village. Elle veut explorer le monde malgré les réticences de son père à quitter leur chaumière au cas où la mère de Belle reviendrait. Une mère dont elle ne se souvient à peine. Mais Belle est surtout la prisonnière d'une bête effrayante et colérique. Et c'est son principal souci. Pourtant, quand Belle touche la roche enchantée de la bête, des images étranges la submergent, des images d'une mère qu'elle pensait ne jamais revoir. Plus étrange encore, elle réalise que sa mère n'est autre que la belle enchanteresse qui, jadis, a maudit la bête, son château et tous ses habitants. Sous le choc, Belle et la bête doivent s'unir pour percer le sombre secret autour de leur famille, un secret vieux de 21 ans. Ceci n'est pas l'histoire de la Belle et la bête telle que vous la connaissez. C'est une histoire de famille, de magie, d'amour, une histoire où seul un détail peut tout changer. Voilà, les Twist and Tales, c'est ça. C'est une adaptation de Disney, mais en changeant un petit détail qui change en fait toute l'histoire ou une bonne partie de ce que le Disney d'origine nous a appris. Ce sera mon premier Twist and Tales. J'en ai plusieurs à lire dans ma palle et dans ma wishlist, mais c'est mon premier. Je sais que certaines personnes ont détesté. Je sais que certaines personnes ont aimé. Et il y a beaucoup de collectionneurs Disney autour de moi et de passionnés Disney. Voilà, et je connais les deux types. Il y a ceux qui aiment, il y a ceux qui n'aiment pas. Donc on verra si ce sera mon cas. Et voilà, cette belle liste pour ce challenge est terminée. Si vous voulez juste savoir le 13e livre que je dois lire ce mois, mais que je n'ai pas pu placer, il aurait été dans une des catégories, genre dans les sagas, mais j'avais déjà mis la Guildaison 1.2, parce que comme m'a dit ma copine Virginie, une fois qu'on a fait le 1.1, on veut enchaîner avec le 1.2. Donc le livre que je n'ai pas pu mettre, c'est Neon God, qui va paraître en papier le 5 ou 6 mai chez BMR. Je ne sais plus qui est l'autrice par contre, comme je ne l'ai pas encore, je ne me rappelle plus qui est l'autrice. Mais c'est vraiment une parution que j'attends aussi, donc ça va me faire 13 lectures au minimum pour ce mois. Voilà, la vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous faites le challenge, quel livre vous avez mis dans votre challenge, ou si vous avez fait une vidéo que j'aille la voir. Ça me fait toujours plaisir. N'hésitez pas à me dire s'il y a des livres que vous avez lus dans ma palle, ou s'il y en a qui vous font de l'œil. N'hésitez pas non plus à laisser un petit like et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et à partager autour de vous, c'est ce qui permet au petit contenu de se faire connaître. Et nous, on se retrouve très vite. Ciao, ciao!